Maintenant, on va passer au mécanisme de rupture. On va voir l'hypothèse du mécanisme de rupture. Le phénomène de rupture du sol sous une fondation peut être observé dans la vie quotidienne. Des traces de pas dans le sable humide d'une plage montrent que le dépassement de la capacité portante du sable se manifeste par l'enfoncement de l'empreinte liée au refoulement du sol de part et d'autre. Dans les hypothèses de la méthode, on va utiliser les méthodes classiques de Moore ou long pour qu'on puisse déterminer la résistance au cisaillement. La méthode classique est basée sur les hypothèses suivantes. On se limite d'abord à 2 dimensions avec une semelle dite filante reposant sur un massif homogène semi-infini à surface libre. La modélisation du sol de fondation de type rigide classique. La rupture du sol est définie par les caractéristiques classiques, que ce soit l'angle de frottement interne et la cohésion, déterminée par les essais de laboratoire. Et vous savez quels sont les essais de laboratoire qu'on utilise pour pouvoir déterminer la cohésion et l'angle de frottement interne. Ce sont les essais de cisaillement direct ou bien cisaillement triaxial. Et à partir de là, vous allez adopter les modèles de Moore-Coulomb non limités en termes de contraintes de cisaillement maximum. En termes d'hypothèse également, vous devez choisir un schéma de rupture qui soit géométriquement admissible. Recherchez pour ce schéma de rupture une répartition de contraintes statiquement admissibles, c'est-à-dire qui respecte en général de manière partielle les conditions d'équilibre. En déduire la valeur limite de la charge P strictement nécessaire pour que les schémas de rupture choisis puissent se développer. On vient de voir la semelle filante. Le sol est horizontal, homogène, et les caractéristiques de ce sol. Donc, vous avez les poids volumiques et les caractéristiques de résistance sont la cohésion et l'angle de frottement interne. La semelle est horizontale, non pesante, chargée par un effort vertical centré, P, exprimé en effort par unité de longueur de la semelle. Vous aurez une surcharge uniforme Q qui est appliquée à la surface du sol. Elle peut correspondre au fait qu'une semelle réelle n'est jamais posée directement à la surface du sol, mais plutôt à une profondeur D. Cette surcharge prend alors la valeur de Q qui est égale à gamma D. Vous avez dans la réalité la situation réelle. Vous avez la semelle ici, de largeur B, l'encastrement. Si vous voulez idéaliser pour faire le calcul, vous avez la charge AP qui arrive ici, la largeur B qui est là et la profondeur d'encastrement D. Cette couche de sol va constituer le Q qui est égal à gamma D. Nous allons développer les diverses formules de la résistance ultime de la fondation. Vous avez l'angle de frottement interne, la cohésion et le poids volumique du sol. Vous avez la surcharge à Q ou profondeur D et puis la largeur B. Selon les méthodes développées par différents auteurs, le schéma cinématique de rupture peut prendre différentes formes simples, plus ou moins proches des schémas réels. Il faut savoir que pour simplifier l'approche, on va négliger généralement les interactions qui existent probablement entre les différents paramètres qui participent à la résistance pour avoir la formule additive ou bien la forme canonique pour avoir la somme des termes, les différents termes qu'on va appliquer à travers le schéma pour pouvoir déterminer la capacité portante du sol. Prant a notamment montré qu'en présence d'une semelle filante, voici la semelle filante, la rupture se fait par refoulement latéral. Le mécanisme de rupture se décompose en 3 zones. Vous avez la zone 1, la zone 2 et puis la zone 3. Lorsque l'accroissement de la charge provoque la rupture du sol sous la fondation, un coin de sol se forme sous la fondation. C'est ce qu'on appelle la zone 1. Voici le coin de sol. C'est directement sous la fondation. C'est le triangle. Cette zone reste monolithique jusqu'à la rupture. Et puis, ce coin transmet la charge vers la zone 2 qui est portée à la rupture par cisaillement et mobilisé le long de la surface de rupture. Vous avez là une spirale logarithmique se prend de la zone 2 et le segment de droite de la zone 3. Et la zone 3, voici la zone 3, réagit en se mettant en butée. En rupture, l'enfoncement de la zone 1 entraîne par convention de la masse le refoulement latéral des zones 2 et 1. Donc, c'est pour cela que les mécanismes sont importants pour pouvoir empêcher le relèvement de la zone 3 qui peut s'observer après en pointant de pas dans le sable. Vous avez rupture symétrique de D par refoulement. C va être égal à 0 et gamma égal à 0 également. Vous aurez la forme canonique pour déterminer la capacité portante de Q ultime. Il va être égal à Q NQ plus CNC plus 1 demi gamma N gamma D. Ce qui va nous donner la contrainte de rupture sur la fondation en fonction de la cohésion et de l'angle de frottement interne qui se manifeste à travers ces 3 paramètres. Il y a la charge latérale, ça c'est Q, et ensuite vous avez le poids volumique du sol et la largeur B de la fondation.
pour l'importance d'une semelle filante et la semelle qui s'enfonce dans le sol. Le cas général qu'on a ici, c'est qu'en plus de l'encastrement D, vous avez une surcharge qui est appliquée en surface. Dans le calcul, non seulement vous devez tenir compte de l'aspect enfoncement, la largeur B ici, ensuite de la cohésion dans cette terme ici. Pour le terme lié à la profondeur, vous avez le Q qui est la surcharge, plus gamma 2 multiplié par grand D, la profondeur d'encastrement. Cette sommation qui va être multipliée par NQ. C'est Terzaghi qui a développé cet aspect. Donc, pour la semelle, on va considérer uniquement le gamma 1 qui est différent de 0. Le gamma 1, c'est le sol en dessous de la semelle. Gamma 2 est nul. Le Q est nul également. Et puis, la cohésion C' est nulle. Pour le deuxième terme, nous avons gamma 1 qui était différent de 0 maintenant. Gamma 1 est égal à 0. Voici gamma 1 ici. Gamma 2 toujours égal à 0. Le Q est égal à 0. Ce qui est différent de 0, c'est C' qui est différent de 0. Qu'on va retrouver dans la couche ici. Vous avez C' différent de 0, Φ' différent de 0. Les paramètres adimensionnels, que ce soit NQ, terme de profondeur, NC, terme de cohésion, N gamma, terme de surface, tous vont dépendre de Φ'. Ensuite, pour le terme lié à la surcharge ou bien à la profondeur, vous aurez gamma 1 qui est égal à 0, gamma 2 différent de 0 parce que vous avez deux termes, gamma 2 ici, et ensuite vous avez le Q. Si gamma 2 est différent de 0, on peut déterminer gamma fois D va nous donner la contrainte 1 ici. Et ensuite Q différent de 0, et c'est ce qui va nous donner Q plus gamma 2D multiplié par NQ. Pour déterminer la capacité portante ultime, d'après la méthode de superposition de Terzaghi, vous avez QL égale à 1 demi gamma 1 D N gamma plus CNC plus Q plus gamma 2D multiplié par NQ. Et c'est cette formule qui va nous donner la capacité portante. Et vous avez dans cette formule un terme de profondeur, c'est NQ. Le terme de cohésion, C, c'est la cohésion, CNC. Et ensuite, le terme de surface qui est lié à la largeur B de la semelle, qui est 1 demi gamma 1 B N gamma. Donc, on va se limiter avec ces notions de mécanisme de rupture. Est-ce qu'il y a des questions?